Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis architecte, comme ça a été dit. J'ai monté un cabinet d'architecture il y a 35 ans et très rapidement, j'ai été amené, par rapport aussi à des expériences passées que j'avais eues en tant qu'étudiant sur des bidonvilles en Amérique du Sud ou sur des problématiques qui se posaient et des interpellations d'associations, étaient amenés à intervenir sur des problématiques, je dirais, de mal logement, de discrimination, donc, et, euh, et de constater que la réponse dans les situations de précarité, et, euh, et je crois que cette notion de précarité, je vais aussi l'expliciter très rapidement. Je la reprendrai en deux fois, c'est-à-dire comment, ce que c'est cette notion de précarité résidentielle, hein, et qu'est-ce que c'est aller vers l'habiter. C'est des choses qu'on a subies, auxquelles on a cherché à répondre et auxquelles on s'est très vite rendu compte que, en travaillant seul, on savait construire des logements, voire des beaux logements, et que tous ces gens qui étaient à la rue, dans des bidonvilles, dans des squats, ils y rentraient pour en ressortir très vite, ou carrément ils fuyaient au moment où on allait leur remettre les clés. Et c'est posé très vite la question de dire bah, il nous manque d'autres acteurs pour travailler. Et, euh, et ça m'amène quand même à poser en préalable ce que je disais, cette notion de précarité résidentielle. Et qu'est-ce que ça veut dire précarité résidentielle et aller vers l'habiter? Euh, dans notre approche, le terme de précarité résidentielle, il existe des tas de précarité résidentielle, des gens qui sont en rupture de charge, sur des situations familiales, sur des pertes d'emploi et autres. Dans le cas de notre travail, c'est vraiment une précarité carrément hors des lieux de l'habitat classique. Hors des lieux de l'habitat classique, c'est-à-dire des squats, des cités à démolir qui sont en attente et où on trouve des gens qu'on n'a pas surlogés, qu'on n'a pas su déloger ni surloger, des bidonvilles. Là aussi, et de plus en plus, depuis une quinzaine d'années, des regroupements de travailleurs pauvres, travailleurs saisonniers d'à peu près toute l'Europe. À une époque, on avait ce qu'on appelle des ressortissants européens précaires, c'est-à-dire ceux qui venaient d'Europe centrale, puis des Européens, des étrangers non européens qui étaient les Européens qui n'étaient pas de l'Union européenne, qui étaient plutôt des Balkans. Et puis aujourd'hui, on se retrouve quand même avec tout un tas de gens qui viennent de toute l'Europe, qui migrent d'un emploi à un autre en fonction de saisonnalité, d'opportunités et autres, et qui se déplacent avec ce que les Anglais appellent des travelers, mais aussi des poor workers, c'est-à-dire tous ces travailleurs pauvres qu'on trouve dans la plupart des campings périphériques des grandes villes, c'est-à-dire pas les campings des zones touristiques, parce que dans les zones touristiques, ils sont plutôt dans de la cabanisation, des squats. Donc, nous, les publics qu'on cible dans ces approches-là, c'est effectivement ces gens qui sont dans les squats, dans la cabanisation, dans ces bidonvilles. Avec, chaque fois qu'on travaille sur ces opérations de prédiagnostic, des réactions effarouchées d'élus, mais aussi de confrères ou d'autres acteurs qui nous disent qu'il n'y a plus de bidonvilles en France. On peut en trouver des dizaines, voire des centaines. Il suffit de tourner à la périphérie des villes, mais aussi des fois de certaines petites villes, pour découvrir que ça existe et que on les a occultés, masqués, oubliés, ou on s'y est habitué. En tout cas, ils existent. Avec, certes, on n'est plus sur les bidonvilles qui ont entraîné les grandes politiques de résorption des années 60-70, mais quand même des densités qui peuvent aller
quelques dizaines de familles, quelques dizaines de familles à quelques centaines de familles sur à peu près tous nos territoires. Avec, qu'est-ce que c'est un bidonville? On nous dit que ça n'existe pas. Ben, si, des installations permanentes non autorisées, des lieux pas prévus pour l'habitat, des réalisations sans qualité ni attestées ni attestables. Ça ne veut pas dire que c'est mal construit, ça veut dire que c'est fait comme on a pu. Et même quand on a su faire, ben, pour autant, on n'est pas dans des choses qui rentrent dans des choses codifiées, codifiables ou même vérifiables. Avec un accès au réseau veto, électricité et eau potable, généralement non sécurisé. Non sécurisé et on pourrait même dire dangereux, parce que quand on ne sécurise pas ces réseaux-là, ça veut dire qu'on s'impose à de l'intoxication ou on s'impose à de l'incendie en pleine nuit, et parce que pour éviter les ruptures de charge, ceux qui sautent en premier, c'est la sécurité. Et qui se développent, qui sont sur des dynamiques qu'on trouve par agrégation. Et c'est vraiment sur ces sites-là que nous, on a choisi de travailler. Non pas qu'on ne veuille pas travailler sur les situations individuelles, hein, ça nous arrive aussi, mais on n'est pas sur des outils de l'individu isolé, mais on est vraiment sur les outils des points de fixation de ces précarités. Et avec aussi un certain nombre de constats, parce qu'on a travaillé aussi avec un certain nombre d'acteurs là-dessus, pour comprendre ces situations, comment en sortir, comment on travaille là-dessus, et donc de constater que, architecte, on était finalement démunis, mis à part la qualité de production qu'on pouvait avoir, et qui était presque toujours bonne, mais qui ne répondait pas à ces situations-là. Et donc, avec qui travailler? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces gens pour qui on a fait des choses neuves, des choses correctes, des choses bien, des choses de plein droit, de l'habitat, ne se les approprient pas, voire y explosent dedans et deviennent encore plus précaires quand ils en fuient. Et un des constats qui nous a amené à créer effectivement ce groupement d'intérêt économique, c'est de se dire que on avait non pas simplement un enjeu de relogement, mais un enjeu de compréhension préalable, d'appréhension et d'acceptation par les groupes sociaux qu'on voulait organiser. Et ces groupes sociaux, il fallait bien qu'on les comprenne, qu'on les pénètre pour les amener à nous accepter, nous accepter qu'ils nous testent, et à l'issue de ce genre d'échange, de développer une notion de confiance et d'acceptation à partir de laquelle nous pourrons travailler. Et là, très rapidement, en tant qu'architecte, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne nous a pas appris à faire, et qui nécessitent du professionnalisme, un autre professionnalisme que le nôtre. Et donc, ça nous a dit comment ces groupes sociaux, ces communautés qui se sont créées, communautés dans ces différentes appellations, ça peut être une communauté d'origine, une communauté de vie, une communauté de lieu, une communauté de défense par rapport à la dangerosité de la rue, se regrouper pour éviter les attaques, les agressions, les nettoyages locaux, et donc on fait communauté. Et donc, comment on pénètre dans ces milieux-là, quels qu'ils soient, et comment on va travailler. Et comme on ne savait pas faire, on s'est dit avec qui? Avec qui? Parce que c'était la question, c'est de dire, mais moi je suis architecte, je sais à peu près ce que vont me dire mes ingénieurs, je sais comprendre ce qu'ils me disent, le décoder, échanger, dialoguer avec eux. Par contre, des gens qui me racontent des histoires sur ceux qui sont, des histoires qui sont manifestement pas toujours vraies, mais que si je traite de menteur, j'ai fini et je suis mis dehors et je ne ferai pas le projet, on dit, ouais, effectivement, il faut qu'on dépasse cette approche-là,
pour aller d'abord vers une compréhension et éventuellement une orientation ou une réorientation du projet, quitte à dire à notre maître d'ouvrage qui nous a sollicité parce qu'il sentait qu'il avait un problème, de lui dire bah, la question posée est intéressante, la réponse ne sera pas celle que vous espériez ou celle que vous attendiez, ou même si elle est celle que vous appréhendiez, la méthodologie de sa mise en œuvre sera peut-être plus complexe et plus ardue que vous ne l'imaginiez, parce qu'il ne s'agira pas simplement de poser une réponse, et donc on va re-questionner le symptôme qui nous a amené à travailler sur votre sujet, parce que ce symptôme, il est beaucoup plus complexe. Et ce symptôme, en plus, nous, on ne saura pas le traiter seul. Donc, on va être obligé de s'associer, de faire venir dans notre équipe des gens qui nous aideront à comprendre et qui nous aideront à produire un programme. On ne va pas leur demander de dessiner, mais par contre, produire un programme, produire de la connaissance, produire de la réparation sociale et produire de l'acceptation du relogement. Et tout ça, c'est un travail qui va à la fois nous concerner à chaque étape et qui va nous dépasser dans les moyens que nous aurons à mettre en place. Parce que on va aborder non pas la question de nous dire là vous avez 50, 60, 30, 5 familles qui habitent là, mais de casser cette représentation pour dire on a besoin de savoir qui habite là, qui travaille là, quelles sont les ressources développées sur ce site et parmi elles, quelles sont ces ressources légalisables, parce que si on est sur de l'économie informelle, on ne va pas s'intéresser à la délinquance qui relève de la police. Par contre, la notion de survie, la notion de où vivent les gens, de quoi vivent-ils, comment ils obtiennent cette ressource, que ce soit dans la mendicité ou dans le travail au noir. Je ne sais pas si vous imaginez à combien sont payés aujourd'hui sur l'agglo toulousaine, par exemple, des salariés de restaurants vivant en bidonville, hein, mais c'est un coût journalier qui correspond à 1 heure de SMIC. C'est des choses qu'on rencontre et qui sont essentielles, donc on ne peut pas casser. Donc, dans tout ce travail-là, il faut qu'on évalue ces choses-là, qu'est-ce qu'on va construire, combien de personnes dépendent de ces ressources, qu'est-ce qu'ils produisent comme compensation, qu'est-ce qu'ils produisent comme compensation, et comment ils en sont arrivés à se partager un territoire complètement informel, qui devient un abcès, qu'on nous demande de résoudre, mais pour lequel on est bien en peine de dire quelle sera la réponse quand on y attaque. Et donc, souvent, les élus, les maires, les présidents d'intercommunalités qui nous sollicitent, ou l'État directement, ils nous disent il faut faire. Nous, on va répondre ok, on veut bien, mais la première chose, c'est que on va avoir besoin, d'avoir une équipe pluridisciplinaire, de temps. Et de temps qui ne va pas être du temps de travail, mais déjà du temps essentiel de dire on va faire émerger la réalité et la causalité de l'abcès qui est là. Et donc ça va nécessiter effectivement de dire une fois qu'on aura fait émerger cette complexité, on aura aussi besoin de travailler dans cette complexité pour construire les choses. C'est-à-dire que l'architecte ne sera pas le concepteur absolu des relogements, mais le porte-plume de l'émergence d'un besoin d'habiter. L'émergence d'un besoin d'habiter qu'on devra transcrire très clairement, nous, dans le droit d'habiter.
dans ce droit qui est inscrit dans le code de la construction, qui est inscrit dans le code de l'urbanisme, qui est inscrit dans les lois d'orientation sur la ville, qui est inscrit dans le code de santé publique. Et donc, il faut qu'on soit capable d'appréhender toutes ces interférences qui viennent agréger ces groupes sociaux, et en même temps qu'elles agrègent ces groupes sociaux, construisent des à-côtés de notre société, du ghetto, de la frange urbaine, mais la frange urbaine, des fois, en cœur de ville, les squats qu'on trouve, il y a eu des morts récemment sur des squats, c'est des gens qui sont dans la connaissance de l'urbain, ils ne sont plus dans l'habité. Et donc, comment on s'organise dans ce partage de l'espace, dans ce partage de ressources, dans cette notion d'être je suis celui qui a structuré et qui a mis en place un règlement de survie que vous devez d'accepter, et comment ce règlement de survie est fongible dans un retour à une sociabilité et une urbanité partagée, dans une démarche d'inclusion résidentielle. Comment on va créer ces ruptures? Qui risque d'être des perdants, des opposants, identifier qui peut y perdre en pouvoir, hein. Tout ça, c'est un vrai enjeu qui est clairement pas celui que je sais faire, quand bien même, à force d'écouter les gens qui travaillent avec moi, j'apprends des choses, mais aujourd'hui, nous, notre équipe, c'est des sociologues en permanence, parce que là, si possible avec des notions d'anthropologie sociale, parce qu'on a besoin d'identifier les fondements communautaires qui ont permis l'organisation de ces dynamiques de survie. Mais la notion de ces fondements communautaires, c'est quelque chose qui doit nous servir pour aller vers l'habité en évitant l'enfermement communautariste, parce que ça, on le voit, même dans l'habité, même dans les gens qui habitent, ces enfermements communautaristes sont délétères de la société. Donc, c'est pas parce qu'on a une structure communautaire qui est une structure de survie qu'on doit dénoncer un communautarisme. C'est de dire, cette structure de communautaire, comment elle a structuré une survie, comment elle a organisé des droits de bâtir, des droits de construire, des droits d'aménager, des droits de s'implanter, de transformer. Et à partir de là, comment on travaille. Et puis, ça veut dire, attention, tout ce qui se fait dans ce milieu fermé qu'on ne peut pas développer, en général, on se retrouve très vite, très très vite, face à deux autres problèmes. Un problème de santé publique, parce que l'enfermement, l'isolement, c'est aussi souvent l'isolement des approches préventives de santé, c'est l'enfermement, l'isolement et planquer des pratiques qui peuvent être addictives, dangereuses ou toxiques, mais qui correspondent à la sous-traitance qu'on peut vous fournir. On sait que la destruction des transformations de pyralène il y a quelques années a été sous-traitée à des SDF en échange du fait qu'ils vident les liquides de pyralène dans la nature, et ils avaient le droit de revendre les métaux de l'intérieur par des sociétés nationales. C'est des choses qu'on a vues. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui très régulièrement, les sous-traitants de troisième rang de l'amiante, qui, moyennant de l'argent liquide, ont vocation à perdre dans la nature les plaques qu'on ne veut pas payer, pour lesquelles la décharge est trop élevée, parce qu'on a fait un peu trop faible. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes, parce que c'est des choses de survie, mais c'est des choses aussi de danger communautaire. Donc il faut qu'on fasse émerger ce danger pour comprendre pourquoi on va l'arrêter ou le transformer. Parce que dans le tas, certaines de ces activités sont transférables, transformables, et peuvent être accompagnées vers le droit. Encore une fois, je disais qu'on ne travaille pas sur la délinquance. Ça ne veut pas dire que des gens qui sont dans le recyclage, dans le travail des tissus, dans la sous-traitance de la forme de tissu, dans toutes ces choses-là,
ne sont pas capables de s'intégrer dans des circuits communautaires. Et dans l'exemple qu'on évoquera, dans un des exemples que j'évoquerai sur Perpignan, on verra qu'on avait des métiers vraiment formalisés qui s'étaient développés sur ces cités. Donc, c'est des enjeux qui vont se poser. Et donc, très rapidement, on a élargi nos équipes à des médecins formés en santé publique et des économistes. Et des économistes, parce qu'effectivement, si on ne veut pas casser la ressource, il faut qu'on soit capable de l'accompagner vers une pérennisation, c'est-à-dire que ces savoir-faire qui ont été acquis dans l'informel, on puisse les valoriser dans le formel. Et donc, ça nous a amené à ça. Et puis on voyait bien qu'il y avait quand même un bug qui restait, c'est comment on passe du non-droit au droit. Et donc, on a travaillé aussi, et quand on a créé cette structure, ce groupement d'intérêt économique, très rapidement, on y a aussi associé des avocats qui étaient capables de nous aider à faire passer du non-droit au droit sans construire des risques de reprise de charge. Parce que si vous avez un travailleur au noir que vous allez amener vers un emploi ou salarié ou d'auto-entrepreneur et que les régimes fiscaux ou sociaux leur disent « Ah ben ouais, mais du coup, vous avez des arriérés, on veut venir. » Ben, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, donc nous, l'enjeu, c'est de effectivement construire avec les services l'amnistie de ces choses, parce que ça fait partie des clés de réussite de ces projets. Et donc, c'est tout ça qui nous a amené à construire ce groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire que notre équipe, quand on rentre sur un projet, que ce soit de maîtrise d'œuvre ou parfois de bascule vers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que la complexité fait qu'on ne peut pas mélanger les rôles, ça va nous amener à dire on a besoin de ces équipes-là et elles ont un coût. Et là, ça va nous amener à une autre notion, hein, qui est de dire à nos maîtres d'ouvrage, on n'est pas sur, vous ne commandez pas, je veux dire, on est là depuis 10, 20, 30 ans, vous n'allez pas nous dire que ce travail-là, on ne peut pas le faire, parce que sinon, vous prenez quelque chose, quelqu'un d'autre, et vous vous débrouillez. Et ça nous arrive régulièrement, ça. Mais 9 fois sur 10, dans les 5 à 10 ans, on est rappelé pour reprendre le projet. Donc, ça veut dire qu'on a perdu du temps et qu'on a encore plus dégradé la situation des gens et du quartier dans lequel ils sont. Donc il faut être capable d'avoir ce genre de lecture pour dire que si on veut passer du non-droit au droit et de la grande précarité qu'est l'habitat informel à l'habitat de plein droit, dans des formes qui seront toujours diversifiées. Je ne crois pas avoir fait une seule opération avec une réponse unique, jamais. Eh bien, on va s'inscrire dans cette notion de prédiagnostic et de temps long. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le temps, on va à l'échec. Avec un des échecs les plus patents, c'est la multiplication des syndromes de Diogène chez des gens qui sont relogés directement dans une expression qui n'était pas décodée sur de l'habitat traditionnel sur lequel ils ne vont pas traiter la question de la peur. Et donc, n'ayant pas traité la question de la peur, ils vont s'y enfermer. S'y enfermant, ils vont stocker, on se retrouve 1 an, 2 ans après, à vider un logement de tonnes de déchets, d'ordures, avec des gens qui ne sont toujours pas sortis ni de l'insalubrité, ni de la précarité, et qui en plus n'ont plus confiance aux acteurs. Donc, toutes ces choses-là, c'est de l'amont. C'est de l'amont qui est essentiel, parce que c'est celui qui va nous permettre, après, d'engager notre mission. Et donc, on doit ensuite, une fois qu'on a posé cet enjeu préalable, hein, et j'avoue que c'est pas, on a parfois des échanges un peu tendus sur ces missions-là pour expliquer pourquoi on va répondre différemment du cahier des charges. On propose une démarche alternative par rapport à la situation posée. On peut avoir des échanges relativement durs avec les maîtres d'ouvrage. Ils nous disent c'est pas la commande que j'ai faite. Nous, clairement, aujourd'hui, on dit
c'est pas la réponse, c'est la réponse qu'on vous a proposée. Et si on vous a proposé et si on vous a mis un amendement préalable à notre démarche méthodologique, c'est clairement que votre démarche nous paraissait vouée à l'échec. Et que donc, on est capable, sur la base de ces programmes-là et de l'analyse de la situation, de dire on va vous proposer autre chose, ça aura un coût, ça aura un temps. Et voilà. Et là, on va sortir, on va effectivement sortir notre notion de précarité, d'équipe pluridisciplinaire et de diagnostic amont, de diagnostic préopératoire, hein, parce que l'idée de diagnostic, là aussi, on connaît tous des diagnostics qui analysent les symptômes. Nous, les symptômes, ils sont connus puisque l'opération a été lancée. L'enjeu, c'est le décodage de ces symptômes et que le diagnostic soit un diagnostic dynamique, c'est-à-dire qui mette en avant quelles sont les dynamiques internes au site pour qu'on les transforme en dynamique vers de l'habité, du relogement, et du logement de droit. Et voilà. Et bon, du coup, c'est vrai que j'aime pas la notion de droit commun parce qu'on se rend compte que la somme des droits qui sont occultés dans ces situations-là, par peur, parce que les gens ne veulent pas approcher les services sociaux de peur parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils ne... L'enjeu, c'est effectivement de garder une discrétion, est un enjeu majeur. Et donc, une fois qu'on a posé ça, on va rentrer effectivement dans notre travail de décodage, dans notre travail de définition de cette précarité résidentielle. Cette définition de sites oubliés pendant des années, et tout d'un coup, et sur lequel on nous dit aujourd'hui, on a urgence à intervenir. À urgence à intervenir, non, l'urgence, c'est quand vous avez une inondation et qu'il faut reloger en 48 heures des gens qui ont tout perdu. Des gens qui ont tout perdu depuis 40 ans, la seule urgence, c'est de ne plus leur promettre une voie d'échec. Donc, la construction de la voie, c'est comme un chantier, hein, c'est pas parce qu'on aura dit il faut que ce soit fait qu'on s'évitera le temps de chantier, en plus sur un chantier public, vous le connaissez tous, les notions d'appel d'offres, etc. Mais ça veut dire qu'on se donnera des outils et des moyens pendant toute cette durée. Et cette durée qu'on va rallonger pour travailler effectivement vers la réussite de ces projets. Et ça veut dire aussi qu'on va vendre, et on va vendre une méthodologie et un calendrier. On va le vendre et on va l'expliciter, parce que si on ne l'explicite pas, effectivement, les gens, nos donneurs d'ordre, se mobiliseront pas ou comprendront pas. Et comme on dit, nous, on préfère vous dire la vérité qui est désagréable que vous faire croire que ce que vous espérez va se réaliser. Donc, on a cherché à le modéliser parce que aussi, les gens, ils connaissent pas, ils comprennent pas. Et par contre, un constat, c'est que quand on travaille avec des élus ou des techniciens et des chefs de service, ils sont en général tout sauf idiots. Donc, quand on détaille les choses, ils comprennent ce qu'on va leur faire. Alors, je vais juste faire un partage très partiel d'écran sur ce qu'on propose, nous, en synoptique opérationnel. Alors, juste sur la phase esquisse. Sur la phase esquisse, comment on va esquisse à une collectivité et un synoptique décisionnel. J'espère que vous voyez ce que je propose. Bon, le tableau, on avait fait un essai, mais il n'est pas lisible. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose. On identifie un certain nombre d'acteurs qui vont se positionner dans le temps. On évalue des phases et on évalue des acteurs. L'opérateur, qui sera l'élu, la société HLM qui le mandatera et qui aura un rôle, parce qu'il va devoir travailler dès le début pour valider l'intervention. C'est-à-dire qu'il devra légitimer les acteurs qui vont venir, alors que ça fait des années que les gens sont dans l'absence de connaissances, ils ne connaissent pas, on vient leur voir, ça ne va pas rester, on va faire quelque chose, c'est pas normal, c'est insalubre, c'est tout ce que vous voulez, il ne se passe rien. Parce qu'on ne sait pas quoi leur proposer. Donc, on va leur expliquer comment on va travailler,
On va leur présenter des outils, et vous avez vu le temps, hein, je dis 1 à 3 mois, rien que pour ce diagnostic préopérationnel. Ça peut être plus long si c'est lié vraiment à la taille des groupes. On prend des fois 6 mois, hein. Si on a plus de 100 ménages, on prend 6 mois, c'est pas un problème. On a un certain nombre d'outils. Ces réunions collectives avec les opérateurs, les services sociaux du secteur, les associations, et bien sûr, les équipes. Et tout ce qui est l'équipe, ce que j'appelle l'équipe externe à la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les sociologues, les médecins, les anthropologues avec lesquels on travaille, et je dois le dire aussi, à un moment donné, on a eu besoin de comprendre ce qui se passait, et ça dépassait ce qu'on était capable de produire. Et donc là, on a travaillé avec des universitaires, avec les laboratoires d'anthropologie urbaine à la Sorbonne, beaucoup avec l'université de Louvain et les départements d'anthropologie et d'ethnologie de l'université de Louvain en Belgique, parce qu'ils sont plus ouverts, je ne sais pas comment le dire, mais les universitaires belges ont tendance à être plus ouverts au travail avec des non-universitaires et à reconnaître qu'il y a du savoir ailleurs que dans l'université. C'est parfois vexant quand on travaille avec les universités françaises. Et tout ça, c'est donc ce travail équipe interne dans laquelle est associé, vous voyez, ces choses sont fondues. Ces réunions, on travaille ensemble, l'architecte est avec l'équipe externe sur ce volet-là, hein, c'est fusionné. Ce travail de 1 à 3 mois, il va nous permettre de poser un programme à partir duquel on va pouvoir rentrer dans des actions, mais vous le voyez, souvent, quand vous avez un maître d'ouvrage, il vous donne 3 mois, 3 semaines pour faire une esquisse. Là, c'est 6 à 8 semaines minimum, avec des outils. Le maître d'ouvrage, il va nous servir à être un peu l'arbitre du temps, et on va avoir un trépied, on va se mettre en place à travers lui, les acteurs sociaux et sociologiques externes et le maître d'œuvre, un trépied opérationnel dont les 3 pieds doivent être solides. Parce que si les gens ne travaillent pas de concert, les arbitrages ne se font pas en temps et en qualité voulue. Et ces enjeux-là sont importants. Et pendant ces 6 à 8 semaines, il y a un travail qui va être un travail de progression dans l'acceptation du dire et du décodage. C'est-à-dire qu'on va travailler avec ces familles qu'on a rencontrées sur ces 3 premiers mois, avec lesquelles on a conscientisé, on a identifié, on a listé qui était là. Sur ces 3 premiers mois, on liste qui est là et on pose effectivement un périmètre de travail, c'est-à-dire avec qui on va travailler. Avec qui on va travailler, et on va travailler avec des méthodologies qu'on va développer. On va développer avec les gens. Et là, voilà, c'est juste voir comment les travailleurs de l'action, les sociologues, les médecins, travaillent sur l'évaluation des besoins sociaux, et comment en parallèle l'architecte travaille là-dessus. Alors, j'aurais pu montrer, mais c'était un peu complexe. On travaille en général, on a des fiches questionnaires croisées, c'est-à-dire que on interpelle les gens et on a chacun nos fiches questionnaires. C'est des questionnaires qui ont été établis par les sociologues sur la base d'entretiens semi-directifs. Et dans les jeux de rôle qui sont établis à ce niveau-là, quand les réponses aux sociologues sont manifestement des phases de test, l'architecte sort un croquis et dit « Tiens, il y a quelque chose qui cloche. Là, si je dessine ce que vous vivez et ce que vous me dites, ça ne marche pas. » Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on doit développer, et on doit le développer, et c'est là où la notion de temps est essentielle. C'est-à-dire que si on est pressé par le temps, qu'on nous dit « Vous avez 3 semaines », ce qui est sûr, c'est qu'on va se fâcher avec les gens et qu'on va se planter. Donc là, parce que quand on arrive, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un mur structuré de non-réponse ou de réponses évasives et de tests pour vérifier si on est capable de décoder le premier dire de la réalité d'usage. Mais
ce décodage, il ne se fait pas en disant « mais vous me racontez des histoires ». Parce que si on ne peut pas traiter de menteurs des gens qui sont là juste pour vérifier si on comprend leur peur. Donc nous, l'enjeu, c'est un enjeu de confiance. Et donc, quand on dit, tiens, il y a quelque chose qui m'intrigue à travers nos croquis, on dit, bah, écoutez, on se revoit dans 15 jours, on va en reparler parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. C'est nous qui sommes en défaut, c'est nous qui n'avons pas compris. C'est jamais les gens qui nous ont menti parce que l'enjeu est de toujours les valoriser pour qu'eux soient dans l'apport. Et quand on revient, effectivement, quand on revient, il y a un enjeu qui est émergent, c'est qu'on se fait accepter. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas compris, il faut que vous me réexpliquiez ça. Une fois, deux fois. Et il y a des réexplications qui durent. Mais les gens comprennent bien. Un, ils ont compris que vous n'étiez pas dupes. Deux, ils ont compris que vous vouliez avancer avec eux. Et ça, c'est important. Parce que ça nous permet de dépasser les non-dits, les mensonges, les tests, pour avoir une approche globale de la situation de chacun des sites. Le nombre d'habitants, certes, mais combien il y a de ménages? Chez ces gens qui sont à côté de toutes les pratiques administratives, qui sont des fois dans des situations de survie, je disais, ils sont à côté de droits, ils passent à côté de tout un tas d'aides, et souvent, la seule qu'ils ont, c'est, mettons, le RSA. Ben, le RSA, c'est toujours un RSA individuel, sauf qu'on ne relogera pas un couple avec deux RSA individuels. Mais ça, c'est pas grave, on a le temps de construire avec ça. Ce qui nous importe, c'est de savoir qui vit avec qui, parce que c'est l'échelle du projet qui doit être juste. Ce n'est pas la situation administrative au démarrage du projet qui nous intéresse. Elle se construira dans le temps, et on sait tous combien de temps dure un projet. On a 1 an ou 2 pour la mettre à jour. La mettre à jour, la mettre au clair, et laisser aux gens trouver la sémantique de régularisation. Nous, on ne fera que l'accompagner. Et là, les juristes nous accompagneront parce qu'effectivement, quand on aura une sémantique de reconstruction de ménages, ben, cette sémantique, on la construira dans le droit pour être sûr qu'on n'aura pas de retour. Je veux dire, un couple a le droit de se reformer n'importe quand, on se donne une chance de revenir ensemble. Pour les enfants, peu importe, on s'en fiche. On n'a pas à juger, c'est un moyen de dire, on vous fait confiance, donc on va régler ça. S'ils nous font confiance, on n'a pas le droit de le trahir. On n'a pas le droit de le trahir parce que le projet s'arrête. Et les gens s'enfuient. Et ils iront SDF d'un autre côté de la ville, dans une autre ville, etc. C'est-à-dire qu'on aura aggravé leur situation, on aura cassé leur équilibre de survie, et on les aura amenés à aller chercher une reconstruction ailleurs, où ils seront les quémandeurs dans un autre site de survie. Donc ça fait partie clairement des choses qu'on ne veut pas avoir. Donc, on accepte ce genre de non-dit. L'important, c'est qu'on arrive à les traiter. C'est aussi ce qui nous permet de rentrer dans des approches de santé communautaire, de dire, là, il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous nous dites, c'est pas normal qu'on ait autant de malades, qu'on ait autant de situations, et il y a quelque chose autour de vous qui est peut-être dangereux, parce qu'on vous a laissé là et que c'est dangereux. Et souvent, d'ailleurs, la toxicité environnementale est celle qui permet l'entrée. Les lieux sont rarement des lieux sains, sinon ils auraient été utilisés, surtout quand ils sont utilisés pour de l'habitat. Donc, on est souvent sur des délaissés urbains, dans des expositions au bruit, dans des expositions aux poussières, dans des expositions à des matériaux. Et on le voit encore d'ailleurs dans les choix d'implantation des logements pour les indésirables. Hein. C'est rarement des endroits qu'on trouve en cœur agréable de ville, même quand ces cœurs sont complètement excentrés. Mais donc, tout ce travail et donc quand nos médecins interviennent, ils nous disent oui, le milieu c'est ça, la pratique des gens c'est ça. Et on a des pathologies sociales. Des pathologies sociales, nous on n'interviendra pas sur les soins. Par contre, l'exposition à ces pathologies, c'est celle qu'on doit faire cesser. Quitte à dire après, quand on va faire notre programme, attention, le problème n'est pas que résidentiel. Et il y aura d'autres choses à trouver. Parce que dans les ressources développées qui sont sur ou autour de ces sites,
Et souvent, c'est là qu'on trouve les dangers environnementaux, les dangers aussi urbains. C'est-à-dire que dans ces sites qui n'ont pas d'assainissement, la périphérie devient vite un lieu où l'émergence je dirais, de tout ce qui est sanitaire, excrémentiel, menstruel, est un lieu d'évacuation de proximité sans que le milieu soit en capacité de l'absorber dans la durée. Donc on a des auto-intoxications par pollution du milieu. C'est l'endroit aussi où on va bricoler, trafiquer, démonter de la ferraille, démonter de l'amiante, démonter pour se faire de l'argent en échange de l'évacuation. C'est l'endroit où on va brûler les choses qu'on ne veut pas évacuer. Je me rappelle, il y a une époque, il y a une quinzaine d'années, on avait des vols de pneus usagés, de pneus usés. Des pneus qui étaient entassés puis brûlés. Parce qu'effectivement, il valait mieux donner 100 francs en liquide à quelqu'un qui venait les voler que de payer 1000 francs, le coût du recyclage. Et donc, soit on avait des gens complètement idiots qui achetaient des pneus pour les brûler, soit on avait des gens qui ont payé pour éliminer les pneus sans passer par la case de recyclage. Toutes ces choses-là sont des réalités. Si on n'est pas capable de s'en saisir, on n'est pas capable de porter la réponse résidentielle qui va venir avec, parce qu'on va garder ces toxicités de voisinage, ces toxicités de grande proximité. Et donc ça fait partie des choses qui sont importantes à faire émerger. Et pour les faire émerger, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse émerger aussi la ressource qu'elle génère, pour dire, ça veut dire que cette ressource, le recyclage, c'est une exigence, c'est un droit, puisque ces gens-là savent recycler, on va faire émerger des zones de recyclage hors zone d'auto-intoxication, d'autodestruction. Donc, on va faire émerger à travers les médecins, à travers les économistes, à la fois une piste de santé publique, une piste de droit, qui nous permettra de travailler sur la production d'un habitat dissocié. Mais dissocié, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accompagner les gens vers l'économie. Ça veut dire qu'on va retourner voir notre maître d'ouvrage et on leur dira attention, on a une autre chose à faire, c'est vous demander à activer votre cellule économique, parce que sinon, on repart sur un bidonville dans 10 ans. Et on repart sur un bidonville, en plus, un nouveau quartier pollué. Donc on refermera pour des raisons qui seront environnementales et impératives, avec, si possible d'ailleurs, des enjeux qui seront des enjeux qu'on opposera. Donc ces enjeux-là, si on ne les fait pas émerger, on passe à côté de la réponse de la programmation de ce relogement. Et à travers cette connaissance globale, avec des acteurs identifiés, on commence à faire émerger la notion de projet participatif, qui est un rôle où on va se positionner chacun en disant « Ok, on vous a entendu, on vous a compris. Nous, il y a des choses auxquelles on ne dérogera pas. La santé publique, on n'y dérogera pas. Le droit de la construction, on n'y dérogera pas. Les règles environnementales et les règles d'implantation et de voisinage, on n'y dérogera pas. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas que, pour des raisons qui pourraient être culturelles, et moi je me rappelle un des premiers projets qu'on avait pu monter avec des Maliens en Île-de-France. C'était un squat, on le transforme avec l'appui d'une ville, en récupérant une ancienne clinique, et on fait du logement adapté avec des studios pour ces travailleurs immigrés. Et légaux, mais non logés, plusieurs dizaines. Et au moment où le chantier est fini, ce chantier qu'ils ont participé à définir, ils nous disent ouais, mais on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer parce qu'il reste un problème. Et ce problème, il nous présente 3 personnes largement septuagénaires qui nous ouvrent un sac de sport dans lequel ils nous montrent, c'était en francs, donc ça, je dis 15 ans, ça doit faire au moins 25, plusieurs millions de francs. Ils nous disent, si on les laisse rentrer dans les logements, ils oublieront leur village.
et nous, on ne pourra plus nourrir le village. Et là, nous, la réponse, elle a été dit, on va travailler avec vous, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne reviendra pas sur le droit de chacun à habiter, et qu'on ne reviendra pas sur le logement pour tous, le logement pour toutes les familles qu'on a identifiées, et que donc, le logement individuel, même si c'est dans un immeuble, il sera groupé. On a aménagé sur les rez-de-chaussée, on avait des salles qui n'étaient pas affectées, on les a aménagées pour qu'ils puissent s'y rencontrer. Et on leur a dit, après, nous, on est prêt à entendre que vous vouliez avoir une approche culturelle. Ça sera à vous à la gérer, à ce que les gens ne vous oublient pas. Par contre, on ne transigera pas. Et ça a marché. Effectivement, ils ont mis en place une association culturelle malienne, etc. Ça a marché. Il y a longtemps que je ne suis pas retourné, donc j'imagine que... Mais voilà. Ce genre de choses, si on n'est pas capable de les entendre, on ne comprend pas pourquoi les gens ne rentrent pas. À un moment donné, ce décodage des pratiques, il est continu. Il est continu tout au long du chantier et tout au long des étapes de ce chantier. Et parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, parce qu'il y a des choses qui se disent au dernier moment, parce qu'il y a des choses qui se disent que quand on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, et donc, dans ce travail, nous, d'architectes, on continue à avancer, on est avec notre maître d'œuvre, on est passé du stade esquisse au stade APS, et on prépare un permis de construire. Et on dit aux gens, mais attention, il faut travailler avec nous. Nous, on ne saura pas travailler seul. On ne saura pas travailler seul, et donc, si vous ne venez pas, nous aider, on ne saura pas, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, donc on a besoin de vous pour nous dire, effectivement comment vous allez habiter. Comment vous allez habiter. Je vais vous montrer aussi un autre outil. Je vais vous montrer un autre outil que je vais vous... Non, c'est pas celui-là. Voilà, je vais le partager. Alors, excusez-moi, pour partager, il faut aussi que j'ouvre. Non, non, partager l'écran. Partager l'écran, voilà. Voilà. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, nous, ce qu'on a compris, c'est ça, voilà le terrain, on a fait à peu près qui est à côté de qui, etc. On a mis les noms, et si vous êtes d'accord, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus, avec votre accord. Le maître d'ouvrage, il rappelle les règles, hein. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'illettrisme, hein, quand on travaille sur de la maquette, de l'illettrisme ou de l'urbanisme aussi, parce que je connais plein de gens qui ne savent pas lire un plan, et pas que des gens précaires. Donc on travaille et on dit, ben voilà. Et puis à un moment donné, c'est sur ce projet-là, on voit une dame qui vient nous voir avec 3 de ses enfants et qui nous dit, voilà, j'avais dit que je voulais être avec mes enfants, et ils ont quelque chose à vous dire. Et 3 enfants nous disent, ouais, c'est pas tout à fait ça. Notre 4e frère, il a un problème d'alcool, il est dangereux. Donc lui, notre mère, elle n'est pas au milieu. C'est le cordon de sécurité pour être sûr qu'il ne s'approche pas des ménages avec enfants et qu'il ne s'approche pas des enfants. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Et on leur dit, c'est la dernière réunion avant le permis de construire, avant de valider le plan masse. Le maître d'ouvrage, à côté, il leur dit, c'est la dernière réunion et les gens nous demandent un entretien en tête-à-tête et ils nous disent ça. Voilà. Et donc, ouais. Donc, ça veut dire qu'on refait notre plan masse. Mais il vaut mieux le refaire à ce moment-là qu'après. Parce que là, on n'a pas encore posé le permis de construire. Mais c'est là où on voit que si cette démarche n'est pas participative tout le long, on peut construire des situations qui vont nous exploser à la figure. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce décodage et cette formalisation, ces notions de dépendance, de rupture à provoquer, de comprendre, c'est essentiel pour maintenir la cohésion. Et donc, c'est un travail qui va être essentiel de cette réussite. Et on se rend compte que finalement, on est des acteurs, nous, architectes. On n'est pas des auteurs de ce projet. Les auteurs, ce sont les gens. Parce qu'on va être obligé de travailler avec eux, de leur faire comprendre les choses. Alors,
Bien sûr, on va avoir notre liberté de création, et souvent, l'avantage, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas bloqués par des stéréotypes formels, donc ils nous laissent une grande liberté formelle. Par contre, ils vont être très exigeants sur les voisinages. Celui-là, je ne veux plus le voir. Tu ne veux plus le voir, mais on est ensemble sur un terrain, on vit ensemble. Ouais, mais on se tourne le dos, ça veut dire qu'on va travailler avec des maisons mitoyennes pour être sûr qu'il n'y ait jamais de fenêtres qui se voient. Des choses comme ça. Et ça se travaille avec les maquettes, effectivement, comme mes côte à côte. On explique ce que ça veut dire, mitoyen. Au départ, les gens ils disent ouais, chouette. Ça veut dire réapprendre à habiter. C'est là où c'est pour ça qu'on dit de la précarité à l'habiter. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, dans le travail qu'on a mené avec les gens de la Sorbonne à l'anthropologie des bidonvilles, c'est que le constat, c'est que 3 mois à la rue, ça nécessite presque 6 mois de suivi psychologique pour réapprendre à utiliser un logement sans le dégrader. 6 mois, pour 3 mois à la rue. Pour des gens qui y sont des années, on se rend compte qu'habiter, c'est pas inné, et que ça se réapprend, et tout ce travail-là, de réapprentissage, il va falloir que nous, on soit capable de le poser, dans notre projet, et de l'animer. Mais on ne pourra pas l'animer seul, et il faudra qu'on le fasse. Donc l'animer, ça veut dire à chaque étape, être capable de dire, OK, on peut revenir en arrière sur ça ou pas. On peut travailler, le médecin, il va travailler là-dessus. Et oui, quand on va partir, ben oui, entre-temps, on vous aura trouvé une solution économique, on aura trouvé des réponses, on aura trouvé des solutions. Et donc, ben oui, on devient non pas des auteurs, mais des acteurs de la formalisation du projet dont les gens sont les auteurs. Auteurs parce qu'effectivement, ils en corrigent les fautes, ils en corrigent l'orthographe, ils en corrigent les détails, ils en construisent l'acceptation de l'autre, et ils en construisent aussi l'acceptation du voisinage. Et ça, c'est le deuxième enjeu, parce que souvent dans ces projets, ben, hélas, le problème, c'est aussi le voisinage et comment il va nous accueillir. Comment il va nous accueillir, comment il va nous accepter. On a des projets, tout le monde est d'accord quand on attaque la résorption du bidonville, applaudissements en général des habitants, et comité de soutien, de prévention, de protection de l'environnement, de protection des sites remarquables du voisinage, incapacité des gens à venir s'installer là où, tiens, tout d'un coup, ben, les reloger, ça veut dire les amener dans un endroit habitable. Ah ben ouais, mais là, on y habite nous. On y habite nous, et des fois, moi, j'ai vu des comités de soutien en disant c'est trop près de chez nous, qui pouvaient être à plusieurs kilomètres. Donc, ce genre de réaction, c'est aussi quelque chose qu'on doit appréhender, porter et accompagner. Et là, on doit être vraiment au soutien du maître d'ouvrage, parce qu'il ne faut pas qu'il nous lâche dans ces étapes-là. Parce qu'il faut qu'on aille au bout du projet. Sinon, on n'en sort pas. Voilà, et donc ça c'est des enjeux qui sont importants. Donc, tout ce travail de synoptique, hein, si je représentais le tableau, vous verrez que c'est un travail qui ne s'arrête pas à la réception du chantier. C'est un travail où l'accompagnement, les sociologues de nos équipes, avec les acteurs des territoires, et les familles travaillent de 10-12 mois avant l'entrée dans les lieux jusqu'à 10-12 mois après pour banaliser les situations résidentielles. Toujours pour reconstruire cet apprendre à habiter. C'est essentiel de l'apprendre à habiter et habiter avec. Parce que si on doit faire effectivement une superbe cité à 1 kilomètre de la ville, on n'a pas fait de l'habiter avec, on n'a pas fait de l'inclusion sociale, on a fait une résorption temporaire d'insalubrité, mais ce qu'on est prêt à parier, c'est que au milieu de rien, il y aura quelque chose. Et donc, il y aura de la reconstruction, il y aura de la décohabitation, parce que quand on est au milieu de rien, ça veut dire qu'on a travaillé on va travailler à ce que vous restiez là, que vous soyez bien, que vous restez entre vous. Et ça veut dire que la décohabitation, elle se fera de façon empirique sur site, et que 10-15 ans après, on revient pour une deuxième tranche. Et donc ça, il faut être capable de le vendre aussi à nos donneurs d'ordre,
Mais il faut à tout prix qu'on soit capable de le porter. Parce qu'effectivement, si je mets peut-être un partage d'écran sur autre chose, c'est la chronologie, hein. La chronologie, l'historique, un bidonville, 70 ans qu'il existe quand on intervient. C'est un ancien camp d'internement. Un ancien camp d'internement. Et on dit aux gens, on est en zone A d'exposition au bruit d'un aérodrome militaire, un aérodrome stratégique. Et on nous dit, pour des raisons de protection du secret défense et des silos stratégiques où il y a de l'arme nucléaire, il faut que les gens partent. Ça n'a pas gêné qu'ils soient là depuis 70 ans. Et on travaille avec ces gens-là. Et tout le monde est conscient qu'ils doivent partir, mais ils ne peuvent pas. À un moment donné, on tourne autour du pot pour savoir où on va les reloger. Et là, notre médecin intervient. On fait un diagnostic. 100% de désordre auditif avec altération définitive du système auditif des familles et des personnes présentes. 100%. 60% d'altération du système respiratoire par des vapeurs de kérosène insaturées. Et là, on publie le rapport, on l'envoie à l'ARS dit vous ne pouvez plus attendre. Désolé, madame le maire ou monsieur le maire, monsieur le président du département, là vous avez obligation. Et on peut travailler avec les familles, parce qu'elles savent, la santé, effectivement, tout d'un coup, ça devient grave. Mais ça veut dire qu'on va les amener vers ailleurs. On va les amener vers ailleurs, qu'on construit avec elles. Hein, et puis, quand on construit avec elles, on leur dit, il y a deux choses. On va avec vous travailler cette mémoire. Et cette mémoire, là, on obtient un financement par Amnesty International. Et donc, Amnesty International nous finance quelque chose que je vais vous chercher. Voyons. Alors, je suis désolé, une petite manip. Nous finance quelque chose qui est que je retrouve pas. Qui est un outil mémoire. Un outil mémoire et donc cet outil mémoire, c'est une bande dessinée qui a été publiée, qu'on trouve à la FNAC, qu'on trouve dans un certain nombre d'endroits, qui rappelle l'histoire de ce qu'a été ce site, qui rappelle ce qu'a été ce site, et on le distribue aux gens. C'est aussi rappeler que les choses ne sortent pas par hasard. Bon, désolé, j'arrive pas à retrouver. Bon, j'arrive pas à retrouver, c'est pas très grave. On va revenir. On va revenir à l'autre partage. Je suis désolé si je le retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, on dit aux gens, on va vous reloger. Et donc, une fois qu'on vous a relogé, on leur laisse ce livre mémoire et on leur dit, voilà, vous avez 8 jours pour décider de ce que vous voulez faire de ce site. Et ça varie. Mais pour la plupart, c'est de dire, effectivement, que personne ne subisse ce qu'on a subi et personne ne vienne se réinstaller là où on était. Et ils détruisent. Ils détruisent eux-mêmes. Avant, nous, on aurait détruit, hein, bien sûr. Mais on leur a laissé 8 jours. Et ils ont choisi de détruire eux-mêmes. En récupérant ce qui était la mémoire, y compris des arbres, ils ont loué des tractopelles et déplacé des arbres. Et j'ai trouvé assez amusant que des gamins écrivent ça des ados écrivent ça sur un bloc poubelle. À la sortie, on les accompagne sur du relogement. Le relogement de plein droit. Voilà. Mais ça veut dire 6 procès
sur le permis, 6 attaques sur le permis de construire. 6 attaques sur le permis de construire. Des enjeux qui sont essentiels. Et donc, justement, une question qui nous dit quels outils sont essentiels. La maquette et l'échange, c'est un outil essentiel. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des gens qui ont perdu la culture de l'urbain. Un plan 3D, une image de synthèse, ils trouveront ça joli, ils ne comprendront pas. Il faut qu'on touche. Il faut qu'on touche, il faut qu'on soit au contact. Et quand on travaille avec ces maquettes, si je prends l'exemple de l'opération qu'on a menée, une fois qu'on a eu retravaillé le programme, on avait beaucoup travaillé sur le programme, et on a dit on ne peut pas être les architectes d'opération parce qu'on a un rôle d'accompagnant avec les familles, et à un moment donné, il ne faut pas qu'on se fasse piéger là-dessus, et on bascule sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les confrères. On rédige le programme, et on rappelle qu'on va exiger d'eux plusieurs actions qui seront essentielles pour réussir le plan. Nous, on sera sur toute la durée de l'opération et on sera à chaque fois présent. Et on veut des maquettes physiques, on veut des présentations de maquettes, on veut que les gens puissent se reconnaître sur les plans et se poser. Et se reconnaître sur les plans et se poser, ça veut dire un travail, par exemple, avec des post-it. Et sur ces post-it, effectivement, il y a le nom de chacun. Et là, on nous dit, non, non, on n'a pas tout dit à côté de qui on veut être, à côté de ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut. Et donc, tout d'un coup, émergent d'autres données. Des données qui sont de dire, oui, il y a aussi des enjeux de voisinage qu'on a besoin de détailler. Des besoins de détailler, des besoins d'expliciter. On doit vous dire des choses qu'on n'a pas dites. On doit vous dire des choses qu'on n'a pas dites, et donc il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Et donc, voilà, on se retrouve sur une situation où on dit, ok, on vous écoute. Et là, je vous partage un nouvel écran. Celui-là, je l'ai... Je vais vous partager un nouvel écran que je dois ouvrir. Voilà, il s'ouvre. On se retrouve effectivement avec, à l'intérieur du bidonville, à l'intérieur d'un sous-groupe, avec tout un tas de gens qui voient leur nom sur un plan, à côté de qui ils seront, à côté de qui ils ne seront pas. Dans le détail, l'architecte, moi, là, je suis au milieu. La sociologue est noyée dans la famille, légèrement en retrait. Et les notes sont partagées. Les notes après seront partagées. Mais les gens, et ce plan, on va le leur laisser avec les post-it. On leur dit, on revient dans 15 jours pour discuter, voilà. Et il y a des choses qui ne se régleront pas. Il y a des choses qui sont compliquées, qui ne se règlent pas si simplement. On en vient, on change, les gens tournent, sortent, re-rentrent. Non. On en vient à un plan où les gens vont signer leur acceptation des voisinages et la gestion. Et y compris, on aura réglé ensemble, par sous-groupe et par groupe général, les conflits de voisinage, et l'acceptation globale, on la signe à la mairie, dans la salle du conseil municipal. Les symboles dans ces actions-là sont des éléments importants, et je pense que ça répond en partie à la question qui était posée, de savoir quels sont les outils qui sont essentiels. Ces outils où les gens peuvent toucher, rentrer dans la maquette, rentrer dans le sous-détail de la maquette, sont des enjeux importants, parce que ça prend du temps, ça prend de l'enjeu, mais ça amène les gens à se positionner eux-mêmes et effectivement dire « Ok, l'enjeu est important ». Peut-être qu'il faudrait que j'arrête mon exposé pour laisser du temps aux questions et aux réponses. Vous me le dites, Gaëlle. Parce que effectivement, là, bon, je suis quasiment au bout de toute façon, donc là, on est sur les exemplarités, mais
Luc, n'hésitez Voilà. pas à poursuivre, à conclure. Je répondais à spectateur anonyme, voilà, D'accord. qui est très Voilà. régulièrement là, et présent ou présente, je ne sais pas. Je vais allumer parce que par contre la nuit tombe. Bien sûr, Luc. Et donc, avant que vous ne voyez plus qu'un écran vide, je mets un peu de luxe dans mon bureau. Voilà. Donc, ces outils, effectivement, de dire, ben, moi, monsieur le maître d'ouvrage, je vais avoir besoin d'autres outils. Et nous, on demande des honoraires supplémentaires par ça. Et pour info, l'État a des lignes pour payer ces honoraires supplémentaires quand on travaille en maquette, démarche participative dans les éleveurs de bidonville de précarité. Et c'est pas neutre parce que ça veut dire qu'effectivement, ils reconnaissent à la fois les enjeux de la pluridisciplinarité et les enjeux des outils complémentaires. Et ces enjeux d'outils complémentaires sont des vrais enjeux obligatoires. On ne va pas travailler avec nos outils en tête-à-tête avec notre maître d'ouvrage. D'où l'enjeu, effectivement, à chacune des présentations, d'avoir ce fameux trépied que j'évoquais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur une chaise, sur un tabouret, s'il n'a que 2 pieds, il tombe. S'il y en a 4, il peut être bancal. Donc, si on ne veut pas qu'il soit bancal, il faut qu'il ait 3 appuis et que ces 3 appuis soient solides. Et qu'ils amènent quelque chose de plat, c'est-à-dire que tout le monde travaille dans le même sens et qu'il n'y en ait pas un qui s'affaisse. Ça, c'est une image. Mais ça peut être, j'ai donné cet exemple-là en voyant ces images-là d'un bidonville. Je peux aussi donner un autre exemple que j'aime bien, qui était dans une cité du sud de la France, hein, où on nous dit, on a une cité qu'on a presque fermée parce qu'on doit agrandir l'hôpital. Alors, presque fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire presque fermé? C'est-à-dire qu'en théorie, sur 180 logements, on a muré 110, il nous reste 70 locataires, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit nos locataires, que on ne sait pas si c'est l'APL ou quoi, mais en tout cas, bon, il n'y en a que 2 dont on sait qu'ils nous payent. 70 ménages, on tombe à 2, d'accord? Il y en a 2 qu'on connaît parce qu'ils nous payent. Euh, et on n'est pas sûr de qui habite, qui ils sont. Et on a besoin de construire l'hôpital, donc la ville nous demande de raser la cité. Et qu'est-ce qu'on fait déjà? Et là, on a dit, pas compliqué, on va réouvrir un logement et nous on y sera, y compris des fois on y passera la nuit, les gens viendront boire le café et ils nous expliqueront comment ils vivent, etc. Et on a trouvé des choses qui étaient quand même extraordinaires. C'est que dans cette cité, à un moment donné, on retourne voir le directeur de l'office HLM et on lui dit est-ce que vous traitez en interne ou en externe le traitement des espaces verts? Il nous dit il y a plusieurs années qu'on ne s'occupe plus des espaces verts parce qu'il n'y en a plus. Et nous, on lui sort des photos d'arbres plantés, de fleurs, de terrains de jeu pour enfants régulièrement repeints, tous opérationnels. Tous opérationnels. Et on lui dit, vous voyez, il y a 2 jardiniers qui sont salariés par l'ensemble des occupants. 2 qui s'occupent de l'entretien des espaces verts et des terrains pour les enfants. Et vous en avez pour des dizaines de mètres carrés qui sont aménagés et entretenus. Et le reste est entretenu aussi pour la population. Puis on continue à travailler, on leur dit, voilà, comment se fait l'accompagnement social? On n'en sait rien. Et la crèche qui la gère. Et là, ils nous regardent avec des yeux complètement ouverts. Quelle crèche? Et donc, nous, on met en évidence que dans cette cité qui était très précaire, très multiethnique, au sens il y avait des sous-groupes maghrébins, gitans, Afrique noire, à l'exception d'un groupe de dealers qui étaient eux en squat et qui ne faisaient pas partie des 70 locataires, on avait des gens qui vivaient de prostitution et qu'il y avait une crèche qui avait été créée, qui était gérée par le reste des habitants pour que tous les enfants en bas âge soient pris en charge, les enfants de la maternelle soient pris en charge pour qu'ils ne soient pas exposés aux risques, aux dealers, etc., à la vie extérieure. Et ça fonctionnait. Et ça veut dire que dans notre travail d'identification, à la sortie, on a accompagné des gens vers de la validation des acquis de l'expérience. On a fait des relogements de 1 à 12 unités de vie sur ces 70 ménages. Dès qu'on a été dans une phase de relogement opérationnel, l'avantage, c'est que j'avais dit qu'on ne s'occupait pas de la délinquance, mais eux, ils savent très bien se gérer, c'est-à-dire qu'ils ont vu que la cité allait se vider, ils sont partis, ils avaient besoin de personne, ils n'avaient pas de problème d'argent.
Eux, ils sont partis et nous, on a géré les autres. Et on en a qui sont à validation des acquis d'expérience, ils sont devenus jardiniers officiels, fonctionnaires de la ville, territoriaux. Les crèches, les dames, elles ont fait des stages de qualification et on a 5 personnes qui ont intégré des crèches de cette agglo, publique ou privée, mais elles ont intégré des trucs. Et on a accompagné un certain nombre d'autres personnes vers l'emploi. Et à la sortie, on a pu raser cette cité en ayant rasé tout le monde. On a travaillé, il y avait des personnes handicapées, des personnes malades, des personnes aussi qui étaient veuves de travailleurs immigrés, qui savaient à peine lire et écrire, et donc les enjeux de prise en charge étaient importants. Donc on a travaillé sur des systèmes un peu d'habitat à patio, pour que effectivement, à la fois elles soient en ville, sur de l'habitat classique, et qu'elles aient ces espaces où elles pouvaient se rencontrer et vaincre et sortir de cet isolement avec ceux qui étaient à côté et qu'elles connaissaient déjà. Donc tout ça, c'est le travail, et ce travail, il n'aurait pas pu être fait si on n'avait pas eu toutes ces équipes qui étaient avec nous là-dessus. Voilà. Et peut-être je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, j'imagine qu'il va y avoir quelques questions. Donc je ne sais pas, Gaëlle, Je suis là, je suis là. ou peut-être j'ai trop Ah, il y a- parlé, ou j'étais ah trop, non, trop absolument pas. abscon. Non, non, pas du tout, Luc Monin. Et j'ai même envie de dire que vous êtes un véritable conteur, hein. J'ai écouté avec une grande attention et un grand plaisir, autant que ce sujet me touche particulièrement. Roselyne Sudre nous indique évidemment qu'elle doit partir. Tout à l'heure, il y avait une autre question, mais vous y avez répondu, Luc. Oui. Et j'ai demandé si la personne avait besoin de précision et il semble que non. Dorothée, merci beaucoup. Super intéressant, évidemment. Passionnant, même, j'ai envie de dire. Merci, Dorothée. Avez-vous des questions à poser à Luc, hein, peut-être concernant aussi le réseau, la façon dont vous auriez envie de vous engager, peut-être, si c'est une Alors, raison d'engagement. Ouais. Mm. de façon formalisée avec tous ces métiers intégrés dans une structure commune, d'après Bruxelles, il en existe un. Un seul, tu veux dire. Vous voulez dire, ouais. Oui, Mm. Mm. D'accord. Merci, Luc. c'était pas simple aussi d'imaginer, on est quand même médecins, avocats, on est des professions réglementées. Il fallait trouver la structure qui nous autorise à travailler ensemble sur une même consultation, hein. Le groupement d'intérêt économique est quasiment la seule possibilité pour nous de travailler le concert, Ouais, ouais, dans un partage d'honoraires qui est un partage clairement codifié entre nous, bien sûr. et qui nous permet de travailler en direct, et qui nous permet aussi d'avoir des associations membres de notre groupement. C'est-à-dire qu'on a aussi des acteurs médico-sociaux qui nous apportent ce savoir-faire en anthropologie et en sociologie de la précarité. Ouais. Merci, Luc, pour votre réponse. Marie, vous remercie. Merci, Marie. D'autres questions, peut-être, à, à poser? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, moi, Alors, s'il y en a si, une autre, ouais. il y en a une, bah, elles peuvent être différentes. La question première qui, elle, est une question euh, de méthodologie, c'est pour l'acceptation, c'est rentrer sur le terrain. La question première, c'est rentrer sur le terrain et on évalue comment les gens viennent à notre rencontre. Il y a des endroits où on arrive, on se gare et puis on a les enfants qui viennent, qui tu es, qu'est-ce que tu viens faire, etc. Puis, ah ben, il n'est pas là, mais on peut voir vous pouvez voir ma mère, elle vous dira quand c'est qu'il sera là, etc. En gros, on a des stratégies de progression dans l'écoute. On a aussi des pratiques qui varient suivant les cultures. Les notions d'arbar palam qu'on a pu avoir avec les Maliens n'étaient pas du tout les mêmes qu'on a pu avoir avec des Manouches qui sont toujours moitié parlants, moitié discutants et qui Mm. après rejouent entre eux la totalité de la scène pour savoir quelle sera la réponse qu'ils nous donneront dans 15 jours quand on revient. Donc, ce genre de choses, effectivement, on doit s'adapter à ces approches communautaires et à ces structures communautaires. Quand on a des gens qui sont, comme vous et moi, des Européens, Ouest-Européens de souche qui ont plongé, on sait que le travail, ça va être sur la peur et sur les addictions. Donc, on va travailler
différemment. On sait que quand on se regroupe sous un pont, c'est parce qu'il faut pouvoir lutter et qu'un pont a une entrée, une sortie. Et que donc, on ne va pas travailler sur la même notion de peur. Quand on travaille sur des gens qui viennent des Balkans ou d'Europe de l'Est, on sait que c'est des gens qui sont venus par misère, mais qui connaissent l'habitat où ils ont vécu pendant des années parce que c'était une obligation là-bas et que donc c'était les camps ou l'habitat. Donc ils connaissent ça. Donc on sait qu'on ne va pas avoir la même reconstruction. Par contre, l'entrée première en pluridisciplinarité, ça c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. Et après, on va adapter notre stratégie en fonction effectivement de la lecture communautaire qu'on va avoir. Alors, c'est pas obligatoirement très différent, mais c'est différent suivant les sites et finalement, c'est différent suivant les sites. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on n'aura pas une réponse, mais des réponses. Parce que dans ces notions de survie, on a celui qui est là par soutien et celui qui est là par faiblesse. Celui qui est là par soutien, en fait, il va souvent mettre en place, une fois que la réponse de ceux qui sont là par faiblesse est avérée, qu'on a signé le permis de construire avec son nom dessus, et il va nous dire, ben, finalement, moi, je me débrouille, trouver quelqu'un d'autre, trouver une liste d'attente, je partirai. Et en fait, il a quelque chose ailleurs. Ce genre de choses, voilà. Merci, Luc. Sur la revoir en différé, je vous laisse répondre, Gaël, parce que... Oui, absolument. Vous le verrez parce qu'en plus, il est de grande qualité. Enfin, en tout cas, moi, Luc Monin, j'ai lu vos propos avec beaucoup d'intérêt et d'émotion par ailleurs, je tiens à le signaler. Béatrice Cortès, est-ce que Luc Monin a répondu à votre question? Ah, tu vois, voilà, vous voyez, Luc. Ben, les maîtres d'ouvrage, alors, ils sont publics, essentiellement. Ça peut varier. C'est souvent les EPCI. Souvent les EPCI qui sont, en théorie, les plus légitimes, elles ont la responsabilité de l'habitat. Sur les bidonvilles, ça peut être l'État en direct, s'il considère que l'EPCI ou la commune est défaillante, voire que la commune souhaite être défaillante parce qu'elle ne veut pas porter politiquement quelque chose qu'elle sait essentiel, mais qu'elle sait casse-gueule politiquement. Donc ça peut être directement l'État qui a la capacité de nous saisir directement. Et donc, et quand c'est les EPCI, c'est souvent un partenariat qui se met en place EPCI-département, pour dire les plus. Voilà. Et après, ça peut être, quand on va à l'étranger, on s'adapte aussi au tissu local et on travaille avec des acteurs locaux pour identifier quel est le fonctionnement politique local. Mm. Merci, Luc. Sarah, oui, bien sûr. Là, le replay sera disponible, bien sûr. Il y a d'autres questions? Alors après, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à force, des fois, on a des maîtres d'ouvrage qui viennent nous chercher très en amont. C'est-à-dire que là, on a une agglomération qui vient de nous dire bon, ça fait 30 ans qu'on fait des trucs au coup par coup et on n'arrive pas à avoir de la cohérence. Donc, bah, dites-nous où on s'est planté dans la construction de notre politique et faites-nous un projet sur 15 ans. Et ça, je trouve que la démarche est intéressante, c'est-à-dire que, en plus, sur une agglo qui a fait beaucoup de choses et qui nous dit toutes ces choses, c'est des points d'amélioration et d'imperfection, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir vraiment de la problématique. On améliore les situations, mais on ne sort pas de la problématique. Donc, aidez-nous à construire une politique globale qui soit une politique de sortie. Et donc, les outils qu'on mettra en place. Et je trouve ça, cette démarche aujourd'hui, cette démarche très amont qu'on a sur l'agglo d'Angers est particulièrement intéressante, c'est-à-dire aidez-nous à rédiger notre projet de territoire. Ouais, j'ai même envie de dire à ce niveau-là, parce que moi, évidemment, c'est un sujet qui me passionne, et puis la méthodologie qui est employée et l'interdisciplinarité me passionne d'autant plus. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un système de recherche-action à ce sujet, se dire, bon, bah voilà, ça fonctionne comme ça, et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne au fond, même avec de l'analyse des pratiques, de manière à pouvoir, alors toujours en gardant l'approche territoriale et les diversités territoriales, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, en fait. C'est parce que je suis attachée aussi, ouais. Je crois que voilà, c'est la capacité à s'exporter sans a priori sur qui on va rencontrer. Exactement, et en tenant compte Ça, du c'est un vrai territoire. enjeu. Ouais. Tout à fait. Ouais. Sarah, oui, donc Sarah, j'ai répondu, bien sûr, vous aurez le replay. Quel type? Nous avons répondu, Béatrice, et Béatrice nous indique qu'elle vous remercie, Luc. Une autre question, propos plein de positifs,
positivité, pardon. Excusez-moi, Tercile Dufaux. Merci, merci pour les étudiants, futurs architectes. Bien. Ouais, merci. On se laisse, il est 19h30, on se laisse une minute hein, s'il y a d'autres questions, ou sinon on se Je suis à quitte, votre moi je disposition conclurai. jusqu'à 20h, il n'y a pas de souci. Alors Alors, Luc, par contre, je regardais, pour Sarah, effectivement, je suis dans les Alpes-Maritimes demain soir parce que lundi, on est sur on donne les clés de fin de bidonville à une série de familles sur la commune de Valoris. ouais, Donc, on les accompagne avec de l'illettrisme et des fois même des gens qui n'ont pas de domiciliation bancaire. Donc, il a fallu accompagner là-dessus sur un projet qui a été long à mener parce qu'il y a eu des alternances politiques qui n'ont pas facilité les choses. Donc, on sera sur les Alpes, on vient pour donner les clés de logement sur un bidonville qu'on a résorbé sur une ville des Alpes-Maritimes. bah, Luc, on attend les Donc, on rend les photos. clés, on donne les clés jeudi. Et après, on Voilà, accompagnera on les attend les familles de photos famille. et le retour d'expérience. Vous avez vu, Luc, spectateur anonyme, faites-vous une concertation avec les autres habitants de la commune, des riverains, des autres Oui, élus? c'est ce que j'expliquais sur Ouais, c'est ce que tu l'accompagnement des expliques, immigrés. ce que vous expliquez, ouais. Ouais, super. Ok, merveilleux. Bah, écoutez, les 19h36, il semble qu'il n'y ait plus d'autres questions, ou alors c'est le moment de vous manifester. Luc Monin, vraiment un grand merci. C'était une très très belle intervention. Merci et sans support et rondement mené. C'est mon avis. Merci. Merci, à très bientôt et que ce champ de pratique se développe, bien sûr, évidemment. Et vous aurez le replay hein, d'une part, Luc Monin est d'accord pour vous transmettre aussi ses outils de travail qu'il a donc créés, puisque le champ de pratique est peu investi par les architectes. Donc lui et ses équipes ont développé certains outils. Ils vous les communiqueront. Voilà. On se laisse là? Super. Luc, Oui, grand merci. très bien. Grand merci. Ben, au À revoir. bientôt et bonne journée. À À bientôt. une prochaine fois. Au revoir Ouais, à à très tous. bientôt. Au revoir. On dit souvent que c'est l'amour